film donc, est inspiré de l'esthétique du cinéma muet, à la fois dans l'utilisation des intertitres, le découpage, le caractère monochromatique où on a une palette de bleu. Il y a un choix qui m'est apparu assez étonnant et qui est très excitant pour moi qui suis un amateur de jazz, c'est le choix de la musique qui justement, lui, prend une certaine distance par rapport à l'époque à laquelle vous faites référence. Alors j'aimerais que vous me parliez de votre intérêt pour la musique et des choix que vous avez faits pour ce film. Déjà, à l'époque du cinéma muet, les films étaient souvent projetés sans musique. Mais comme c'est aujourd'hui que je réalise ce film, j'ai pensé au public plutôt donc des jeunes comme vous. Et donc je me suis dit qu'il valait mieux ajouter les voix et aussi la musique. Et pour ce court-métrage, Nezumi Kozo, j'ai demandé au musicien Toshiyuki Honda de composer la musique. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour le long-métrage Metropolis. C'est un excellent musicien de jazz. Et justement, pour réaliser ce film d'époque, j'ai voulu demander à un musicien de jazz. Et ce que j'ai demandé au musicien Honda, c'est aussi de travailler sur les effets sonores. C'est-à-dire que quand on réalise un film aujourd'hui, évidemment, on ajoute les effets sonores. Mais j'ai voulu que tous ces sons soient exprimés par la musique. Donc, par exemple, quand on voit le rat qui court, je n'ai pas ajouté des sons des pas, mais j'ai demandé aux musiciens de composer la musique, en tout cas le morceau qui exprime les pas du rat. Ce personnage de voleur, le rat, c'est un personnage historique et qui a une grande importance dans la culture japonaise. On y réfère souvent quand même. Alors, j'aimerais que vous me parliez de ce que représente ce personnage pour vous. C'est une question difficile. Parce que moi, j'ai un côté très Nezumi Kozo, justement, moi-même. En fait, vous allez comprendre quand vous regardez la filmographie, j'ai souvent fait des films avec des personnages principaux, enfin des marginaux comme personnages principaux. Souvent, j'ai raconté des histoires des gens ratés, des femmes et des hommes ratés, ou des exclus de la société, ou des marginaux. Nezumi Kozo, le rat, c'est un personnage qui a réellement existé dans l'histoire du Japon, et donc je me suis vraiment intéressée à ce marginal. Le réalisateur Sadao Yamanaka a réalisé lui-même la trilogie autour de personnages de Nezumi Kozo. Donc il a réalisé 3 films, mais malheureusement on ne trouve que le aujourd'hui, mais il reste des scénarios. Et donc j'ai pris un de ces 3 scénarios pour réaliser ce film. Et donc je me suis un peu mis dans la peau du réalisateur Yamanaka. Justement, le travail sur le cadre dans le film, les choix de composition d'images sont manifestement inspirés de ce qu'on voit dans les films japonais plus anciens, dans le cinéma muet. Alors, j'aimerais savoir quelles ont été ces inspirations. Est-ce que c'est resté au niveau de Yamanaka ou si M. Utaro a plus largement s'est référé à d'autres films? Déjà, donc, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse au cinéma muet et je me souviens très bien d'une phrase dite par Hitchcock que j'aime beaucoup. Lui, il disait que le cinéma muet, c'est la forme la plus pure du cinéma. Et cette phrase m'est restée vraiment à l'esprit. Et déjà, en ce qui concerne les formats, pour la partie l'histoire de Nezumi Kozo, donc Killera, j'ai vraiment voulu respecter le format du film muet.
Et donc la taille, le format du film qu'on voit à l'intérieur du film, donc c'est vraiment le format du film muet de l'époque. Et après, il y a les parties de tournage de Yamanaka qu'on voit au début et à la fin du film. Et là pour cela, j'ai pris le format Vista. Et dans la plupart des films muets, souvent les couleurs sont en noir et blanc, mais moi j'ai pu utiliser plutôt la couleur bleuâtre pour ajouter quelque chose d'autre. Monsieur Otomo a travaillé au design des personnages. Quelles sont les indications que vous avez pu lui donner pour réaliser donc le design des personnages du film? Katsuhiro Otomo, c'est vraiment un grand ami de longue date pour moi. Nous avons commencé à travailler ensemble sur mon film Armageddon. Et après, il est vraiment, avec ce film, il est entré dans le milieu de l'animation et il a réalisé des films dont Akira, que vous connaissez tous. Et donc vraiment, on est devenus très amis. Et lui, il est un des rares cinéphiles, mais vraiment un cinéphile, dans le milieu du cinéma au Japon. Et donc un jour, je lui ai parlé de mon envie de faire ce film en hommage à Sadao Yamanaka. Et là, c'est lui-même qui a voulu travailler sur ce film. Et il a dit, il n'y a que moi qui soit capable de faire le design. Donc je l'ai laissé faire. Alors, mon envie, c'était pas juste adapter un scénario écrit par Sadao Yamanaka, mais vraiment rendre hommage à ce cinéaste. Et donc, il fallait absolument ajouter des séquences de tournage de Yamanaka avant et après le film Nezumi Kozo. Et donc, c'est pour cette partie-là que j'ai demandé à Otomo de faire le design des personnages. Donc, c'est lui qui a dessiné Yamanaka et son équipe de tournage. Si c'était possible, j'aurais voulu demander à Otomo d'interpréter le rôle de Yamanaka pour la voix. Mais sa voix fait un peu peur, donc ça ne convenait pas. Je voudrais maintenant élargir un peu sur l'ensemble de la carrière de M. Rintaro. Et parce qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que Leiji Matsumoto est décédé en février dernier. Votre nom a souvent été associé au sien sur plusieurs projets. Donc, pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de Matsumoto? Alors si j'ai pu commencer à réaliser des longs métrages, c'est vraiment grâce à l'œuvre de Leiji Matsumoto, parce que j'ai travaillé sur la série Captain Harlock, qu'on dit en français Albator, et c'est cette série-là, c'est l'expérience de cette série-là qui m'a donné l'occasion de réaliser ensuite mon premier long métrage, Galaxy Express, et donc je peux dire que c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu commencer mes carrières de long métrage. Après Yona Penguin, Yona la légende de l'oiseau sans aile en 2009, Nezumi Kozo Geokishi vous amène à coproduire un film avec une société française pour la deuxième fois. J'aimerais savoir quelle relation vous entretenez avec la France, avec l'animation française et avec la culture française en général. Je suis très contente que vous posiez cette question. Déjà, en fait, mon lien avec la France a commencé très tôt, à l'âge de 12-13 ans. Mon père m'a amené souvent au cinéma pour voir des films français ou italiens, mais en tout cas beaucoup de films français. Et la découverte de la musique jazz, c'est peut-être dans les films français que j'ai vus aussi. Donc, ce cinéma-là m'a beaucoup appris. Et donc, chaque fois que j'écris un storyboard, évidemment, je travaille beaucoup sur chaque image. Et là, je pense beaucoup aux films français, notamment les films noirs français que j'ai vus quand j'étais très jeune. Et
c'est pour ça que voilà, je suis très liée à cette culture française, surtout cinématographique. Et donc vraiment, je rêvais d'aller en France, j'avais cette aspiration pour la culture française depuis l'âge de 12-13 ans. Et donc, plus tard, je voulais absolument aller dans un café et acheter des gauloises et dire bonjour. Cette année, à Annecy, on remarque plusieurs longs métrages japonais. Ceux-ci abordent des thèmes variés, appartiennent à une grande diversité de genres. Vous, dont la carrière s'étend sur plus de 60 ans, quel regard posez-vous sur l'animation japonaise actuelle? Je ne regarde pas tous les films d'animation japonais d'aujourd'hui, mais j'en regarde certains. Et je pense que chaque film reflète son époque. Et donc l'expression artistique, la narration change au fur et à mesure. Donc chaque fois que l'époque change, aujourd'hui peut-être la sensibilité d'aujourd'hui est un peu différente de la mienne, mais je les trouve intéressants. Je vois par exemple la sensibilité qui vient de la culture des jeux vidéo. Et donc je suis très curieux de savoir comment cette industrie va évoluer. Vous savez, aujourd'hui j'ai 92 ans et donc j'observe, j'aimerais bien laisser la place aux jeunes et donc je vais observer, donc avec un regard de bienveillance, je voudrais bien observer cette industrie. De la même façon, on remarque dans l'animation occidentale, ici en France, mais en Europe en général, ainsi qu'en Amérique, que l'influence de l'anime japonais est très forte. Des gens comme vous, comme Otomo, comme Takahata, Miyazaki, évidemment, ont beaucoup influencé les jeunes cinéastes européens. Est-ce que ça représente une certaine fierté pour les vétérans de l'animation japonaise, pour vous, de voir que vos œuvres ont une influence sur l'animation occidentale, tout comme le cinéma européen, justement, a pu avoir une influence sur vous à une autre époque? Alors, c'est vrai, je n'étais pas très consciente de cette fierté, mais c'est vrai maintenant que vous dites, oui, je peux dire que je suis fière de cette influence, donc en tout cas mutuelle, et cette fierté, j'aimerais bien transmettre à des jeunes réalisateurs aussi. Et je pense que c'est dans les années 80 qu'il y a eu le plus de progrès techniques dans l'animation. Et je pense que là maintenant ou dans l'avenir, il y aura d'autres progrès techniques, notamment grâce au numérique. Et donc il y aura des choses qui sont possibles grâce à cette technique numérique. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette évolution dans le futur. Là, je tiens à vous dire aujourd'hui que je suis extrêmement heureux de voir que l'animation se fait dans le monde entier. Et là, je vois bien vraiment ici à Annecy, parce que je vois des films qui sont réalisés mais partout dans le monde. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que l'animation peut dépasser les frontières. Vous avez évoqué votre âge tout à l'heure. Mais vous avez visiblement une vivacité de jeune homme encore. En tout cas, j'essaie avec mes vêtements. Je marche lentement. J'aimerais que vous me parliez d'avenir. Quels sont vos projets, M. Rintaro? Comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, j'ai travaillé donc 60 ans dans le cinéma japonais. Alors, je ne peux pas dire que j'ai tout fait, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais en même temps, j'ai l'impression
que c'est devenu, je dirais pas standard, mais il y a une certaine forme qui a été établie, et donc maintenant je voudrais vraiment dépasser cette forme établie, et donc ça m'intéresse beaucoup de travailler dans un autre pays, donc qui est la France, et voilà, donc je suis en train de réfléchir à des nouveaux projets, et j'ai hâte de commencer. Alors donc, je suis en train de réfléchir à un projet que je propose à Mieux Production, donc Emmanuel et Pierre qui étaient tout à l'heure sur scène, et aussi donc Shoko à côté de moi, qui est aussi mon interprète, mais aussi qui est productrice associée de mon court-métrage. Et donc avec la même équipe, je voudrais faire un autre film, donc je suis en train de réfléchir. Alors, Shoko, en fait, elle est gentille, mais une fois que la production commence, elle change totalement. Je pense que Emmanuel et Pierre sont tout à fait d'accord. とにかくそういう中で皆さんにいずれまたなんか僕の別の形を見てもらう日が来ることを、僕なりに考えながら一生懸命働きたいと思います。Et donc j'aimerais bien un jour vous montrer quelque chose de totalement différent de mes films du passé.